Bonsoir les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants, Pays de l'Uropois. Nous sommes avec Mehdi Belach Kassem, avec Jean-Pierre Crépin et avec Yves Michel du comité Germinal. Et on va parler dans cette vidéo en fait de combat social contre lutte sociétale et l'impasse des luttes sociétales avec tout ce que le système financé par les oligarques et leurs proxys, les ONG, etc., pousse, c'est-à-dire la cancel culture, la victimisation, enfin bref, être indigène et victime perpétuelle, etc. Et en quoi c'est une impasse et en quoi c'est divisé pour mieux régner. Écoutez, les amis, qui veut commencer? Sur le modernisme aussi? Alors, peut-être Mehdi sur le modernisme, l'avoir plus. C'est une immense question. Je pense que la modernité depuis la Révolution française, mais en fait, la Révolution française et la modernité n'a fait que révéler un fonctionnement qui était celle de l'humanité en tant que telle. Et là, depuis 1 an et demi, on est arrivé vraiment à une impasse complète. Ça veut dire c'est l'idéologie du dépassement. Le dépassement, il faut dépasser cela. Le grand philosophe de ça, c'est Hegel. Il fondait absolument tout sur le dépassement. Il y a des analyses très très fouillées dans le travail sur cette question-là. Je vais évidemment pas les résumer aussi. Donc c'est qu'est-ce qu'être moderne? Qu'est-ce qu'être révolutionnaire? C'est ce qu'a annoncé Günther Anders il y a déjà 60 ans. Il disait peut-être les nouveaux révolutionnaires, c'est les conservateurs qui veulent garder la terre un peu vivante, etc. Et peut-être les conservateurs, ceux qu'on appelait les gens de droite, ils sont tellement révolutionnaires, voilà, Donald Trump, on va prendre l'Alaska, on s'en fout, il n'y a pas de changement climatique et ça. Donc, tout ça est extrêmement complexe. Il faut vraiment reposer les questions sur de toutes nouvelles bases. Voilà ce que j'ai à dire pour l'instant sur la modernité. Mais le modernisme comme fin en soi, toujours plus, consommer toujours plus. Ah oui, non, mais c'est une impasse complète. Non, mais là on a abouti, on est arrivé à la limite absolument définitive de ça. Il y a des continents entiers marins qui sont du plastique flottant entre deux eaux. Est-ce que le but c'est que 7 milliards, 8 milliards de personnes consomment comme des porcs? Est-ce que le bonheur est dans la consommation et la possession de choses matérielles? Est-ce que le bonheur est ailleurs? Après, c'est une question à un philosophe, mais la quête du bonheur, est-ce que ça passe par la modernité? Quand on sait que maintenant, la modernité, c'est attendre 9 heures aux urgences dans le 91. Quand tu amènes quelqu'un qui a besoin des urgences, tu l'amènes aux urgences et tu pars pour 9 heures d'attente dans un couloir, etc. C'est ça la modernité? C'est quoi? C'est aller explorer Mars? C'est quoi? C'est pousser les limites? La réponse est dans ta question. Ça veut dire on est dans le... Ça rejoint les divers sens que je donnais au mot anarchie dans notre premier entretien. Mais là, on est en plein chaos. On ne sait plus quelle loi nous gouverne. On peut être à peu près sûr, maintenant, depuis 1 an et demi, c'est tellement voyant, c'est tellement visible, que la propagande, les gouvernements vous veulent du bien, on sait que c'est du mensonge, on le sait, je veux dire, c'est physique, on le ressent tous physiquement, on sent tous... Bon, pas tous, il y a des gens qui se font encore intoxiquer d'une manière ou d'une autre, et... Qu'est-ce que la modernité? Plutôt que modernité, il faudrait dire accélération. C'est-à-dire, ça fait longtemps que j'y pense. Il y a un mouvement qui s'appelle les accélérationnistes. Et si j'avais la force, l'énergie, le courage, je sais pas, l'inconscience, moi je lancerais un mouvement qui s'appellerait les ralentissionnistes. Tout ralentir. Prendre le temps de réfléchir sur ce qu'on fait, sur les bouleversements technoscientifiques incessants qui nous accablent chaque jour. Mais maintenant, depuis 1 an et demi, c'est plus des bouleversements technoscientifiques, c'est des bouleversements législatifs absolument incessants. C'est des lois civiques qui sont en train de devenir complètement folles depuis 1 an et demi.
Et ça n'a plus rien à voir avec la science. Et si ça a à voir avec la politique, et ça a malheureusement à voir avec la politique, bah ça ressemble vraiment à un fascisme de type absolument nouveau, mondialiste, on va dire, pour aller extrêmement vite. Je pense pas qu'il y ait un complot unifié, etc. Je me règle là-dessus sur les analyses de Debord. Il dit, il y a 35 ans déjà, en décrivant dans les commentaires sur la société du spectacle, il dit « Avant, on complotait contre l'ordre établi. Maintenant, c'est comploter en sa faveur qui est à la mode. » Ça veut dire, c'est des forces concurrentes qui complotent les unes et parfois contre les autres, mais jamais complètement, jamais jusqu'à la guerre. Ils font la guerre aux gens d'en bas, quoi, de plus en plus. Ils sont concurrents. Absolument. Oligarchie, les différentes oligarchies, les différentes strates de l'oligarchie, que ce soit Big C'est la Pharma. Contradiction principale, ça c'est clair. Bien sûr. C'est la guerre contre tous les peuples. Et Absolument. comment ils sont tellement peu nombreux, ils sont tellement affichés, puis personne n'a confiance dans les politiciens ou dans BFM. En manif, BFM enculé, on l'entend tout le temps. On est même les premiers à le dire, mais comment ils peuvent tenir finalement, si ce n'est en essayant de diviser finalement le peuple pour mieux régner. Enfin, ça c'est vieux comme les Romains. Jean-Pierre. Ben, ils peuvent tenir, si tu veux, par la puissance. Leur modèle économique repose sur la consommation, comme tu le sais, si tu veux, tu vois. Donc, c'est ce qui les fait tenir, si tu veux, quand tu regardes les émissions de BFM ou de CNews, ou même de LCI, d'ailleurs, toutes les chaînes info, tu assisteras à des débats de gens qui sont tous d'accord entre eux. Alors, des fois, il y a un idiot utile, comme Laurent Geoffrin sur CNews, ou le frère à Julien Clerc, là, Gérard Leclerc. On amène un idiot utile pour montrer qu'il y a un semblant de démocratie, mais tout le monde est d'accord sur l'essentiel. Donc, ils arrivent à tenir parce que, malgré tout, si tu veux, ils mettent le doigt sur des revendications, on va dire, populaires, qui ne sont plus traitées par les politiques, tu vois. Parce que les politiques sont dans la déconnexion. Je ne vais pas faire de la pub pour aucun grande déconnexion, mais c'est... ils ne sont plus du tout en contact avec le peuple. Donc, n'importe qui s'autoproclame, et on le voit très bien d'ailleurs avec le RN, avec Jordan Bardella, sous prétexte qu'il a vécu en Seine-Saint-Denis, toi, ça lui donne... là, on est en Seine-Saint-Denis, à l'instant que je te parle, toi, on est dans un quartier de sécurité prioritaire, donc là, tu peux pas être... tu es au top du top. Et un seul mec qui te dit, bah moi j'ai vécu en Seine-Saint-Denis comme Jordan Bardella, bah ça lui donne une légitimité. Et à partir de là, tous les gens qui sont sur le même plateau, bah ils sont obligés de se taire, si tu veux, toi, parce qu'ils n'ont jamais vécu dans les... Et c'est cette déconnexion, si tu veux, qui autorise à drainer les annonceurs, parce que le peuple, si tu veux, on assiste à comme on a assisté à une destruction des classes moyennes énorme, hein. Parce que les classes moyennes, rappelons-le, c'était les gens qui faisaient l'intermédiaire entre la production et la consommation. Tous ces gens-là sont remplacés par des logiciels aujourd'hui, de big data, de data mining, etc. C'est principalement des gens qui bossaient dans le secteur bancaire ou le secteur de l'assurance. C'est ça qui a formé le gros des classes moyennes, l'intermédiation entre la production et la vente. Donc tous ces gens-là étaient en train de disparaître. Voilà, ils n'ont plus les moyens de vivre à Paris. Ils se retrouvent relégués dans les banlieues où ils ne peuvent plus vivre. Donc ils vont un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Toi, c'est la fameuse France périphérique dont on a parlé et qui a été d'ailleurs la révolte des Gilets jaunes. Voilà quoi. Donc moi je n'ai aucune surprise, si tu veux, dans ce constat. Voilà, disparition des classes moyennes, ça c'est clair. Et toutes ces chaînes, si tu veux, finalement parlent aux déclassés. C'est des chaînes pour les déclassés. Tu vois, on explique sans arrêt, on t'explique pourquoi, voilà, ça va être les musulmans, ça va être les immigrés, ça va être ceci, ça va être cela qui va te prendre...
là actuellement, il y a un truc qui est très frappant, toi, Mishka, par exemple, c'est sur les enfants. Là, on te dit, on va réduire la minorité pénale à 16 ans. Et certains donc font remarquer que le dernier fait divers, c'est un gamin de 14 ans, tu vois. En même temps, on ne te parle jamais des thérapies de troubles de l'intention, de l'hyperactivité, de tous ces trucs-là. Un enfant sur 3 est atteint de ces problèmes-là. Et on t'en parle jamais. Donc ça veut dire que tous ces enfants sont les produits des sciences économiques les plus modernes. Ce sont les fruits du libéralisme et de la maison. On prend le problème juste sur un côté pénal, si tu veux, ça veut dire que tu ne remets pas en cause l'essence du truc, quoi, qui est le libéralisme et la mondialisation. Voilà, on en est là, quoi. On en est là. Quand tu dis mondialisation, il y a aussi des luttes outre-Atlantique. Par exemple pour les toilettes, pour les trans ou des trucs quand même assez éloignés des combats sociaux et qui passent en premier plan. On a tout cette... et ça c'est financé par de l'argent de Soros, de Rockefeller, de Rothschild, par l'intermédiaire de myriades de fondations, de proxy, que tu vas retrouver aussi au niveau de la Ligue des droits de l'homme, les 347 000 € de 2017, voilà, c'est la Open Society qui a financé ça. Donc il y a aussi un soft power, c'est pas seulement la violence du néolibéralisme, turbo-libéralisme, ultralibéralisme, il y a aussi la volonté de faire monter le communautarisme, de faire monter la différence et d'exacerber la différence finalement à l'infini entre les citoyens. Alors, il faut que tu comprennes une chose qui est très très importante, et c'est pour ça que des gens comme Emmanuel Macron sont très mal à l'aise sur l'histoire du communautarisme et qui préfèrent parler de séparatisme. Le communautarisme, si tu veux, en fait, le modèle dans lequel on vit, c'est le modèle américain. Tu vois, comme le disent les Américains, we play together, we pay together. On joue ensemble, on paye ensemble. Tu vois, c'est le modèle libéral américain. Aux États-Unis, les communautés, il n'y a pas de problème. Dans le modèle anglo-saxon, la communauté, c'est quoi? C'est un groupe d'intérêts qui filtre tes besoins. Un peu comme la famille, si tu veux. Donc c'est pour ça que Macron n'a pas voulu faire une loi contre le communautarisme, parce qu'il sait que le communautarisme, finalement, et moi je le vis tous les jours en banlieue, c'est le seul modèle qui fonctionne avec le libéralisme. Tu vois? Le communautarisme, c'est le seul modèle qui fonctionne avec le libéralisme. Bien sûr. C'est-à-dire que le modèle où on est des citoyens et avant d'être... Non. Ça, c'était la laïcité. Autrefois, tu sais, moi j'ai eu l'occasion de faire une tournée l'été dernier dans tous les cercles républicains laïcs. Plus personne ne sait ce que ça veut dire. Donc c'est des endroits extraordinaires, des cercles républicains laïcs, financés comme tels, des super beaux endroits. Financés par la franc-maçonnerie, j'imagine. J'en sais rien. Mais toujours est-il que personne n'a été, à part Jeannette, une femme de 90 ans, qui a fait son exécution testamentaire en disant moi je veux que le corbillard fasse 3 fois le tour de l'église en signe de défi, tu vois, parce qu'elle savait ce que c'était la laïcité. Les jeunes pensent que la laïcité c'est soit une équipe de foot, soit une chanteuse rousse, pour te dire quoi. Personne ne sait, et dans les cercles républicains laïcs, on ne parle plus du tout de laïcité. Ça sert à faire de la bouffe, organiser des voyages, tout ce que tu veux. On a cru que ça allait s'imposer, comme si c'était un truc acquis, que les gens allaient venir en France, toi, ils allaient comprendre ce que c'était. Alors que c'était effectivement la base de la République. Mais dans le système économique, et c'est pour ça que Macron est hyper mal à l'aise à ça, parce qu'il le sait que le seul modèle qui fonctionne avec le libéralisme, c'est le communautarisme. Le communautarisme est encore une fois un groupe d'intérêts qui filtre des besoins. Moi, dans le 9-3, je me suis bon, là, il y a moi, ma compagne, on est 6 Gaulois là à l'instant, toi, où je te parle, dans le quartier. Bon, bah, je me suis intégré à la communauté tamoule. Je suis moitié tunisien. Ah voilà quoi, pour bénéficier. Je suis pas très clair. Voilà quoi, pour bénéficier du tarif tamoul, machin, etc. Parce qu'on était ultra minoritaire quoi.
Donc la communauté, c'est le seul modèle, et c'est pour ça que Macron ne veut pas parler de communautarisme, parce qu'il sait très bien qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors il parle de séparatisme. Est-ce que, devant cette problématique-là, est-ce que la gauche est morte, en fait? Enfin, pour nous, en Gilets jaunes, ça n'existe pas. Enfin, voilà. Après, il y a des gens qui ont des sensibilités, des parcours particuliers, personnels. Mais on est Gilets jaunes, et puis c'est le bien commun, la dignité, la justice. Et puis on a bien identifié l'ennemi. Mais là, il y a encore plein de partis qui se réclament de la gauche, etc. À part gratter des subventions et puis faire semblant d'être des partis d'opposition, est-ce que la gauche est morte? Oui, elle est morte, complètement morte. Et je dis ça comme ça, mais d'un coup un peu raide, mais c'est une très bonne introduction, un très bon lien justement sur le sujet dont on parle, parce que en fait, si on considère que la gauche représentée dans sa version réformiste, réformiste ou révolutionnaire d'État, mais que je trouve quand même différente, fondamentalement différente de l'anarchisme dont on parlait. Mais si on considérait que c'était quand même la partie en fait politique, l'ensemble des partis politiques de la société qui défendaient finalement les gens contre une exploitation trop effrénée, qui défendait un peu plus la dignité, qui défendait un peu plus la laïcité, une certaine idée de l'universalité, tu vois, qu'il faudrait voir. Si on pouvait considérer, on s'aperçoit que ce point de vue-là est complètement éclaté, morcelé et inopérant. Alors, il est inopérant non seulement parce que je pense qu'ils n'ont plus le processeur actuel, mais dont on aura l'occasion de parler une autre fois, dont je ne veux pas parler, sur la compréhension même de ce qu'est devenu le capitalisme aujourd'hui par rapport à ce qu'il était il y a 40 ans, il y a 45 ans, il y a 50 ans. Est-ce qu'on peut donner des pistes là, juste pour alléger les collègues la domination du travail mort et le capital fictif Oui, bien sûr. Voilà, la domination du travail mort et du capital fictif. Jean-Pierre vous en parlera super bien. Et puis bon, toute cette idée finalement de ce capitalisme financier qui est pas une excroissance parasitaire, mais qui est bien quelque chose qui a été voulu et structuré pour sauver le capitalisme il y a 50 ans, il y a 45 ans. 40 ans, ouais, on va dire. Et qui a été structuré par les États. Donc l'ultralibéralisme tel qu'on le connaît n'est pas quelque chose de sauvage comme ça et qu'on pourrait réformer et réguler. C'est ce qui est venu sauver le système. Mais d'ailleurs, ça accompagne, alors ça rejoint ta question. Alors déjà, si t'as pas ce processeur-là et que tu continues à penser la lutte contre l'exploitation de l'humain par l'humain, les luttes sociales, si tu continues à penser ces luttes-là à travers une lecture du capitalisme qui date d'il y a 40 ans, 45 ans, ou même de l'époque des 30 Glorieuses, avant les crises de l'énergétique, déjà, toutes les organisations qui essayent de réfléchir avec ça, et qui font des promesses aux gens avec ça, bah, ils ont tout faux, parce qu'ils pourront jamais les appliquer. Mais la gauche n'est pas morte seulement pour ça. Il faut bien considérer que dans les combats sociaux, dans les luttes sociales pour la dignité, les combats sociaux des gens de tous les jours pour la dignité. Petit à petit, bon, on parlait de l'Espagne tout à l'heure, se sont dessinés finalement des combats plus particuliers, qui touchaient finalement des droits de gens qui subissaient en fait des préjugés. En gros, qui subissaient la domination patriarcale et anthropocentrique, c'est-à-dire la domination de l'homme sur la nature, la domination de l'homme sur la femme, et puis finalement l'exclusion de tous les gens qui ont des pratiques sexuelles autres que hétérosexuelles à but reproductif. Bon, donc il se trouve que c'est justement dans le mouvement ouvrier que petit à petit, à l'intérieur même du mouvement ouvrier, et ça s'est pas passé sans lutte, hein. En Espagne, les femmes, elles se sont rebellées contre les mecs, même chez les anarchistes, hein, pour dire, bah, les femmes ont des droits, etc. Et puis, finalement, parlons d'autre chose, et il y a eu des lectures, donc, se sont affirmés tout un tas de droits. Puis, il y a la question de tous les travailleurs migrants, qui venaient des anciennes colonies, etc., qui avaient, donc, colonies qui avaient été finalement les terrains de chasse, de jeu et d'exploitation des ressources par les puissances occidentales, en ayant... Puissance occidentale, c'est par la banque, parce que la colonisation du Cambodge ou de la Tunisie, les documents sourcés, c'est les banques françaises qui ont développé pour le phosphate, etc. Ah bah bien sûr, oui. Donc, tout en laissant... Le paysan du fin fond de la Corrèze,
Ouais. Lui, Ah bah lui, il a rien vu. Ah, il n'en a pas profité, si tu veux. Et en même temps, le paysan du fin fond de tel ou tel pays d'Afrique, etc., n'a rien vu non plus. Il a été, voilà, il a été aussi dépossédé. Mais en fait, il faut comprendre que la colonisation s'est construite sur la base de l'abolition de l'esclavage. C'est-à-dire que abolir l'esclavage, ça permettait d'étendre les puissances coloniales. Alors au début, le capitalisme avait un peu besoin d'esclavage, c'était pour le coton, c'était pour le textile. Mais après, il n'en avait plus besoin. Ce qui explique aussi la lutte dans la guerre de sécession, etc., contre le Sud qui voulait maintenir l'esclavage. Après l'esclavage à l'ancienne, on va dire, l'esclavage antique, qui n'était plus rentable. Parce qu'il fallait qu'il paye à la fois la bouffe, voilà, l'esclave, c'est ça. son toit, etc. Là, le travailleur pauvre va payer sa propre bouffe, voilà, son propre toit. Oui. Et... Après l'esclavage, il y a eu la colonisation et le travail forcé. C'était plus de l'esclavage, mais c'était du travail forcé néanmoins. Et l'exploitation des ressources. Et en même temps, cette abolition de l'esclavage à l'ouest et cette imposition de la colonisation, alors plus les Anglais sur l'Afrique de l'Est, a fait en sorte que finalement c'était une façon de déloger les Arabes qui vivaient en fait de la traite de l'océan Indien, de la traite de l'Afrique de l'Est, surtout qui allait sur toutes il y avait toute l'Arabie, Zanzibar, après jusqu'en Inde, jusqu'en Chine, etc. Traite qui était bien plus antérieure à la traite atlantique et qui est restée postérieure jusqu'à la colonisation, jusqu'à l'abolition de l'esclavage, qui obligeait les gens à interdire le commerce des esclaves, mais pour imposer la colonisation. Et c'est vrai que les ligues anti-esclavagistes britanniques, notamment, étaient à l'époque du 19e siècle, elles étaient quand même racistes à l'endroit des Africains, etc. Hein, c'était pas. Mais il fallait abolir l'esclavage pour des motifs économiques et politiques. Faire de la puissance à certaines puissances, à Zanzibar, etc., tu vois, qui avaient pouvoir. C'est pour ça qu'il y a aussi une rancune historique, tu vois, et qu'on peut parler d'impérialisme et tout ça, mais en réalité, tout ça, c'est des jeux qui sont pas très... Mais enfin, tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, après, les travailleurs migrants des anciennes colonies, bah, ils sont venus chercher du travail, ou on a été les chercher pour travailler dans les anciennes puissances coloniales qui avaient prospéré par l'exploitation finalement des anciennes colonialistes. Bon, alors tout ça, ça crée des choses. Bon, l'esclavage, pareil, on était quand même dans un truc où le marché atlantique qui a été quand même fait pour remplacer la population des 90% des Indiens d'Amérique qui avaient été exterminés par l'arrivée des Européens. Exterminés, alors pas qu'avec des fusils, hein, avec les maladies, les virus, etc., auxquels ils n'étaient pas du tout préparés. Il fallait trouver des mains, donc ils ont été les chercher en Afrique, en se greffant sur les anciens marchés qui existaient préalablement. Bah, il y avait déjà, parce que l'esclavage, c'est une pratique antique, donc qui était loin d'être abolie dans le monde actuellement. Donc, quand on aborde ces questions-là, il faut les aborder complètement et les mettre toutes sur la table, parce que finalement, il n'y a pas d'un côté les gens qui ont tenu un mauvais rôle et les autres qui ont tenu un bon rôle. Il faut être beaucoup plus subtil avec ça, mais il faut condamner fermement l'esclavage, comme on condamne fermement le travail forcé, comme on travaille fermement l'exploitation avec la plus-value, comme on condamne finalement le colonialisme, le fait de prendre les ressources des gens, de les empêcher de se développer, etc. Tout ça, il y a aucun problème. Et alors tout ça, ça fait partie, je disais, de la gauche, les anarchistes, tout ça, ça faisait partie, voilà. Donc la lutte contre le patriarcat pour les femmes, la lutte pour le droit des homosexuels, par exemple, qui ont dû se battre longtemps pour ne pas être vilipendés, etc. La lutte pour la dignité des migrants. Un homosexuel riche et bourgeois, ça allait toujours mieux pour lui qu'un homosexuel prolétaire. Oui. Bah, on pense, tu vois, les Madeleines de Proust, tout ça. Bon, bah lui, ça se passait bien pour lui. Ouais, ou même Cyril. Avant tout, il était bourgeois. Oui, mais justement, le fait qu'il soit... Il n'était pas à la mine, il n'était pas à l'usine. Voilà, mais le fait qu'il soit... Si tu veux, mais c'est pour ça que les luttes de défense de... j'aime pas le mot minorité parce que voilà, quelles que soient les minorités, soit ethniques, soit d'orientation sexuelle, soit les deux, ou les femmes, voilà. Alors justement, aux États-Unis, si tu veux, elles se sont affirmées
au sein des luttes sociales, parce qu'à un moment donné, parce qu'il y avait des préjugés, parce qu'il y avait des choses comme ça, parce qu'il y avait des, il y avait des choses, et donc à un moment donné, les gens disent non, on est ensemble, on est avec vous, on lutte, on défend nos droits, etc. Donc c'était ensemble. Tu vois, et en ce qui concerne les États-Unis d'Amérique, jusque dans les années 70, dans les luttes sociales, dans les luttes étudiantes, contre la guerre du Vietnam, contre l'impérialisme, tout ça, dans tous ces mouvements-là, il y avait les luttes aussi d'affirmation de l'égalité, de la complémentarité des femmes et des hommes. Il y avait les luttes des homosexuels, il y a même eu des luttes très dures. Il y avait les luttes des Noirs, donc descendants d'esclaves, mais finalement sous-citoyens, quoi. Ils avaient la liberté, mais pas l'égalité. Hein. C'est bien ce qui avait été dit après la guerre de sécession. Vous aurez la liberté, et les Indiens dans les réserves, et la lutte. Je dois dire qu'actuellement, il y a encore plein de gens en tôle aux États-Unis qui n'ont pas été libérés, même pas du temps d'Obama, d'Indiens, des luttes des Indiens, qui ont lutté dans les années 70 dans les réserves, et de Noirs, des Black Panthers, etc., comme Mumia Abu-Jamal, etc. Il y a Léonard Pelletier, Mumia Abu-Jamal, ils croupissent en prison. Alors, mais c'était pas le propos que je voulais dire, parce que ça, c'est toujours aussi révoltant. Mais il se trouve que cette gauche américaine, qui s'était un peu réveillée, luttait quand même encore pour le social, tu vois, était encore dans la lutte sociale, c'est-à-dire la lutte contre le capitalisme, un peu la lutte des classes, un peu la lutte contre l'exploitation. Et les choses sociétaux, il se trouve qu'il y a eu une espèce de césure qui a été orchestrée un peu avec la droite américaine au pouvoir à l'époque, et avec ceux qui justement étaient dans cette modification de la financiarisation du capitalisme. Et ils ont dit, en gros, je fais un résumé, en gros c'est bon, maintenant on va accepter un certain quota, finalement, d'acceptation dans la société, de tolérance pour les minorités, pour les Indiens, pour les Noirs, bon, qui est loin du compte, hein, pour les femmes, respect pour les homosexuels, etc. Même une partie de la droite a intégré ça, mais à une condition, c'est que vous abandonniez à tout jamais toute référence à la lutte des classes, voilà, toute référence à l'exploitation de l'homme par l'homme, toute référence à la lutte contre le capitalisme. Donc, et ce qu'on voit sur depuis, du sociétal et pas sur du voilà, social. aller sur du sociétal à condition de condamner le social à jamais. Et en France, ça s'est passé exactement là. C'est arrivé après. Bon, Nicolas Sarkozy, il a amené ça. Lui qui disait la civilisation, c'est le biopolitique. Bah, on est en plein dedans. Alors c'était. Est-ce que c'est Mauroy? Est-ce que c'est le tournant de la rigueur 83 où on en est. Mitterrand bascule, abandonne tous ses programmes et. À partir du moment où tous les programmes sociaux ont été abandonnés, donc il n'est plus resté que les programmes sociétaux, si tu veux, les programmes d'émancipation sociétaux, mais qui se basaient quand même sur des vraies oppressions, etc. Bon, SOS Racisme, quelqu'un disait, c'est comme SOS Baleine, c'est fait presque pour sauver le racisme, tu vois, c'est, rien, quand tu dis SOS Baleine, c'est pour sauver les baleines, si tu dis SOS Racisme, c'est quoi? C'est contre le racisme ou pour sauver le racisme? Enfin, je dis ça. Surtout pour se payer des belles montres. Bon, parce que ça favorise, c'est une blague, mais. La tête de ça, il s'est quand même payé des montres. Enfin, oui, mais ça a été complètement récupéré par le Parti Socialiste, hein, la marche des beurs, etc. Au début, il y avait quelque chose de l'ordre d'une autonomie, avec une ouverture où finalement plein de gens pouvaient rejoindre cette marche, etc. Mais il y a eu une récupération par le pouvoir socialiste. C'est-à-dire qu'on a par la gauche, c'est pour ça qu'elle est morte, et sans doute parce que elle se fait écraser par le nouveau processeur qu'elle n'a pas compris. Enfin, je pense que certains l'ont compris, en ont tiré profit à titre personnel, mais en tout cas, ils l'ont pas exposé et fait partager aux gens, tu vois. Et en tout cas, un abandon finalement des valeurs de lutte sociale, au profit finalement en restant finalement sur la lutte des minorités, qui pouvait être légitime à la base, qui était légitime. C'est-à-dire que, mais l'intérêt, quand tu avais encore la vision sociale des choses, avec l'émancipation, tu pouvais avoir tout le monde. Tu vois, c'est un peu ce qu'on a retrouvé. Hein. À chaque fois qu'il y a des périodes de lutte sociale fortes, là, tu as eu la loi travail, les gilets jaunes, la retraite, là, tout le monde pouvait être concerné. Plein de gens pouvaient être concernés. Hommes, femmes, ensemble, homosexuels, on se posait même pas ces questions-là. Est-ce que tu crois qu'on se pose ces questions-là sur le rond-point? Non, jamais.
On se pose pas. La réalité, c'est que quand on est dans la lutte sociale pour inventer finalement une nouvelle fraternité sociale, un nouveau contrat social, et qu'on réfléchit la Constitution quand tu te trouves là-dessus, la question de l'origine des gens, de leur sexualité, de leur orientation sexuelle, de leur truc, ne se pose pas, parce qu'il y a des intérêts finalement supérieurs qui comptent le plus, qui est la conquête de la dignité. Et de la justice. Et de la justice. Et du bien commun. On parle du service Et public, voilà. du bien commun. Et de toute façon, le fait que les femmes, que la femme se libère, que la femme et l'homme se libèrent du patriarcat, parce que je veux dire que se sortir du patriarcat, c'est pas les femmes contre les hommes, c'est l'homme et la femme dans un nouveau contrat en dehors du patriarcat, tu vois. Le fait de reconnaître la dignité, l'antiracisme, le fait de ne plus saccager la nature, ça fait partie de la lutte sociale. Mais si tu supprimes la lutte sociale, d'émancipation sociale vers quelque chose de plus de dignité, en tout cas mais moi, faudrait l'abolir, hein, l'inégalité, mais moins d'inégalité sociale, etc. Plus tu te rapproches de ça, et plus les luttes sociétales, d'ailleurs, ont des soutiens divers, et plus elles avancent. Mais là, si tu supprimes ça, il reste plus que les luttes sociétales et un espèce de repli. Finalement, une décomposition. C'est divisé pour régner. Et on revient. Voilà, et le repli communautaire. Et on vient dans la revanche, si tu veux, c'est-à-dire que c'est plus l'analyse de l'esclavage, de l'immigration, du colonialisme, qui pour moi sont condamnables. Mais tu englobes ta souffrance dans une souffrance encore plus grande. Tu dis je suis noir, le truc, la société raciste, etc. Tu englobes ta souffrance personnelle dans une cause qui te dépasse et tu as l'impression que ça te libère. Mais en fait, ça t'aliène encore plus. Parce que tu omets ce que Yves Michel vient de dire, la lutte des classes, quoi. Toi. Et en plus, il y a tout un tas de gens, de catégories, finalement, quand c'était des catégories paupérisées, qui étaient dans cette situation, finalement, où il y a du déchirement comme ça, communautaire, ou de la désignation, homo, black, raciste, enfin, tous ces trucs-là. En fait, de gens, finalement, qui se sont retrouvés paupérisés quand même par le système, qui a paupérisé tout le monde. Eh ben, en fin de compte, quand il reste plus que ça, et puis que t'as plus que ça à t'accrocher, bah finalement tu files vers l'identitaire, oui. tu vois, et tu fais vers l'identitaire, et c'est là que ça arrange le système, parce que c'est là que ça rejoint ton communautaire, qui est finalement un marché. Et ça divise. Et un marché, en plus. Et un marché. Bah oui, parce que en fin de compte, les communautés arrivent à survivre. Les machins, tout voilà. Ce que tu veux, là, t'es en plein dedans, là moi, c'est des marchés, si tu veux, c'est des marchés de survie. Mais en même temps, les gens ont plus le choix que d'aller là. Ils peuvent plus se démarquer de leur communauté d'origine, quand bien même ils voudraient se mélanger. De toute façon, c'est mort. Alors, si tu veux, si la gauche et ce qu'il en reste, c'est de la fuite en avant vers ces choses-là, pour accélérer encore cette séparation, etc. Eh ben oui, elle est morte. Ah bah oui, attends, dire Mélenchon, c'est que ça, hein. Avec ses islamo-gauchisme, etc. C'est oui, Mélenchon, oui, c'est que ça, quoi. La France insoumise, c'est que ça. Et en même temps, ils en rajoutent pour faire des voix électorales. Il y a des voix qui veulent pas perdre. Et ça, d'une façon logique, ça favorise aussi un retour d'identitarisme du côté, on va dire, des petits blancs qui se tournent vers le Rassemblement national, etc. Parce que ils se sentent pas, il y a tout un tas de mecs hétéros, ils se sentent pas, donc ils se raccrochent eux-mêmes. Donc on est finalement dans un identitarisme et quelque chose de complètement coupé en morceaux, de divisé finalement, alors que les gens auraient à la base les mêmes intérêts à être ensemble dans la lutte sociale, tu vois. Et donc ça, c'est nourri par l'oligarchie qui finance des ONG, par des proxys, on en parlait, etc. Non, c'est beaucoup plus... je vais te répondre. J'ai vraiment une considération extrêmement simple à ajouter à ce débat extrêmement complexe. C'est, posez-vous la question, un lion ressemble toujours à un autre lion. Un tigre du Bengale, il sait pas qu'il y a un tigre en Afrique, mais il lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Une fourmi ressemble à une autre fourmi. Un macaron ressemble à un autre macaron, etc. Tous les animaux, c'est comme ça. Ce que disait Schopenhauer, il disait, les animaux se caractérisent, il n'y a que l'être humain qui s'individue. Et c'est ce que j'appelais singularité tout à l'heure. Regardez, on est 6 là. On est d'accord, on échange des informations, etc.
Mais on est complètement différents, nous six. Il y a 7 milliards d'humains. L'être humain, c'est le seul animal qui se singularise à l'intérieur de lui-même. Aucune autre espèce, aucune des autres millions d'espèces. C'est un problème très complexe. Mais je veux juste dire vraiment de la philosophie et pas faire de la politique. Juste une considération philosophique pour pouvoir discuter de manière plus saine de tous ces problèmes d'identité, de retour à l'identité, parce que retour à l'identité, c'est pourquoi t'as envie de te resingulariser, tu refuses justement l'universel positif, que ce soit la gauche, la droite, le capital triomphant, la démocratie planétaire, le communisme, Et pour moi, pour réfléchir, et juste réfléchir, sans donner de réponse préconçue, etc., sur l'anarchisme aujourd'hui, réfléchissons à cette question de pourquoi est-ce que nous, êtres humains, on se singularise autant. Tu vois, c'est vraiment ça, pour moi, qui doit être la question de base, avant de tout ce que tu as dit est absolument passionnant. Et moi, tout ce que je t'ai à te répondre, c'est vraiment une considération extrêmement simple. Réfléchissons. Pourquoi est-ce que nous, êtres humains, on se singularise autant? Pourquoi il n'y a que chez nous autant d'inégalités, par exemple? C'est pas chez les lions, c'est pas chez les fourmis qu'il y a des inégalités, c'est chez l'être humain. Il produit une inégalité terrible depuis 30 000 et 40 000 ans par rapport à tout le reste du règne vivant. Il a exterminé les mammouths, il a exterminé les urées, il a exterminé à peu près tout le reste depuis jusqu'à aujourd'hui. Et il s'extermine lui-même. Aussi, enfin voilà. C'est les Néandertal. Hein. Ouais. Donc c'est ça qui m'angoisse, moi. Mais en fait, il avait été question, tu vois, il y a 70 000 ans à peu près de cette révolution cognitive. Et ça, c'est dans le bouquin d'Harari, tu vois, qui reprend pas mal de choses qui sont intéressantes, tu vois. Et dans cette révolution cognitive, qui correspond à peu près à la période où ils vont quitter, enfin, les derniers survivants qui étaient dans l'enclave du Makadi-Kadi, là, qui correspond à l'actuel Botswana, qui ont commencé à pouvoir à nouveau remigrer, et dont nous descendons tous, tu vois, actuellement, à l'exception d'un peu de croisement avec des Denisova et des Néandertals, etc. Mais il a parlé qu'il y a aussi cette révolution cognitive, si tu veux, qui fait que l'être humain, sapiens, notre espèce, tu vois, sapiens, tu vois, pas les autres espèces humaines, etc. On est les seuls à être capables de pouvoir construire du communautaire et du collectif sur quelque chose de totalement irrationnel. C'est-à-dire qu'on peut créer du collectif et du communautaire. Avant, si tu veux, les gens, ils se rassemblaient par groupe parce qu'ils se connaissaient les uns les autres. Bon, ils se rencontraient, ils s'associaient, ou ils se fritaient, bon voilà. Je suis d'accord. Petit problème avec ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de transformer ça, il a déjà transformé ça en religion. C'est ça. Et donc, l'humain... Est-ce qu'on a réellement besoin d'une nouvelle religion aujourd'hui, ou est-ce en fait, on en revient à, si tu vois, l'humain est capable du pire comme du meilleur, si tu veux. Et on a peut-être presque en nous du chimpanzé et du bonobo, tu vois. Alors on est dans des systèmes différents, mais par la parenté et le cousinage, c'est pas impossible, tu vois, qu'on ait tout ça et qu'on sache pas gérer encore tout ça, tu vois. Mais je dirais que, en fait, dans la recherche, si on est dans l'essai de changer le monde, enfin, comment dire, parce que en fait, il y a encore des gens fous qui veulent essayer de changer le monde sur la question de la singularité et du truc. La question, finalement, c'est de se dire, mais dans l'articulation de l'individuel et du collectif, dans l'articulation du moi narcissique avec le je, tu, il, elle, nouvelle qui se conjugue, eh bien, c'est au cœur de ça. Comment ça peut se négocier finalement de pouvoir arriver à fonctionner sur un en commun qui correspond finalement à l'intendance générale, la protection de la planète, se nourrir, se loger, la répartition de et l'expression libre de la singularité, tu vois. Je pense que il faut comprendre tous ces mécanismes. C'est pour ça, c'était une manière pour moi de singularité et en commun, tu vois. Articulation individuelle en collectif, parce que finalement, et là ça correspondrait bien finalement à des choses dont on pourrait rêver comme construction du monde, c'est pouvoir à la fois vivre ensemble dans la solidarité pour un en commun parce qu'on a ces mêmes intérêts, et y compris maintenant d'éviter que la planète s'aggrave. C'est mal parti, mais bon voilà, et en même temps vivre chacun sa singularité, mais que le fait de vivre sa singularité ne soit pas un écrasement ou une négation de ce qui lie solidairement les autres dans l'en commun, tu vois. Je crois c'est un peu cette formule-là, tu vois, c'est un peu, il y a comme une sorte d'équation, tu vois, à résoudre.
c'est comme résoudre à la fois cette équation-là, l'équation de l'abolition de la misère, l'équation de la stabilisation de la démographie et d'un bon partage nature être humain, tu vois, parce qu'on est quand même 7,5 milliards, tu vois, très rapidement. Et ben c'est répondre à ces questions-là. Là, c'est en train d'être voilà. un peu nettoyé. Alors, mais toutes ces questions-là, c'est ces questions-là qui sur lesquelles doivent se construire quelque chose qui va constituer des propositions de changement à l'humanité et plus de réflexion, etc. Mais pour avancer là-dessus, voilà. C'est tout à titre personnel, tu vois. Et à ce moment-là, à partir de tout ce que tu as dit, et à ce que juste cette insistance sur la question de la singularisation chez l'être humain, il y a toute la tradition évidemment qui vient de Max Stirner, l'individualisme anarchiste, ça existe aussi. C'est l'unique et sa propriété. L'unique et sa propriété, c'est une tentation qui existe chez moi, cette question de la singularité, etc. Ce philosophe qui m'influence beaucoup, Reynard Schouin. Mais je rebondis autrement sur cette question du repli identitaire. J'ai été légèrement choqué, Mishka, quand tu as dit Proust, c'était un bourgeois. Donc, on arrête. Ok, c'est un bourgeois, mais c'est un des plus grands écrivains français de tous les temps. Ses priorités, il n'avait pas la corde autour du cou. Il pouvait payer sa facture de gaz, enfin de chauffage, le 15 du mois. Oui, mais tu vois, la singularité, c'est ça. C'est-à-dire, tu peux pas tout. Même si aujourd'hui, c'est très important de revenir à la lutte des classes, je suis le premier. Je suis le premier à le reconnaître. Voilà, après, oui, mais là, ce monde-là a disparu. Il va plus y avoir de bourgeois. Il va plus y avoir de classe moyenne. La démocratie bourgeoise, elle est morte sous nos yeux depuis 1 an et demi. C'est sous nos yeux. Ont été inventés par le capitalisme que pour combattre le socialisme. C'est un accident d'histoire, les classes moyennes. Le plat semi-cuisiné, ça n'existe pas. Ou c'est cru. Je suis d'accord avec le diagnostic. Là, ça. Donc, sois pas trop méchant avec l'homosexuel bourgeois, etc. Tu vois, parce que toi, tu fais, non, mais tu vois, tu fais comme, justement, c'est la woke culture, etc. C'est-à-dire de catégoriser quoi. Ah, c'est un bourgeois, homosexuel, etc. Donc mais tu peux pas réduire aucun d'entre nous ne peut être, bien sûr, même les ennemis, même Bill Gates, même. Bien sûr, mais l'affaire, regarde, il y a quand même une notion de... En France, il y a un racisme de classe qui est très fort. Quand tu vas parler, toi, en tant que gilet jaune, à Clémentine Autain, tu vois, si elle voit qu'elle peut... Qui porte bien son nom. Elle est très hautaine, et son garde du corps, la dernière fois, qu'on lui a posé la question « Bonjour citoyenne », déjà, elle n'a pas aimé le citoyen, la citoyenne, et puis son garde du corps l'a évacué parce qu'on posait une question dérangeante. Est-ce qu'on peut être en démocratie sans souveraineté ? Et là, elle, comme elle est euro, truc muche, OTAN, etc., elle était en PLS. Elle a refusé, et puis elle s'est cassée. Et son mec a essayé de nous enlever la caméra de force. Bon, du coup, on était en live, c'est trop tard. Mais une Mathilde Panot, par exemple, qui a un profil différent, mais qui échange avec les collègues Gilets jaunes, on l'a attrapé plusieurs fois, soit en manif, soit à côté de l'Assemblée nationale. On a 2 profils différents, ils sont 2 exacts, elles proviennent de 2 milieux différents. On sait d'où vient Clémentine Autain, on sait d'où vient Mathilde Panot. Et l'affaire, c'est qu'il n'y a pas ce racisme de classe. C'est-à-dire que parler avec, des gars de rond-point et des nanas de rond-point, certains en sont capables et d'autres en sont incapables. Et moi, ce que je te dis, c'est que Proust, il est bien gentil avec ses histoires de nombril, mais ça parle moins quand t'as la corde autour du cou que d'autres écrivains, c'est tout. Donc, c'est tout. Je dis pas que c'est mal, tu vois, ils ont eu du temps, la bourgeoisie a eu du temps libre, tu vois, pour faire de très belles œuvres d'art ou je sais pas trop quoi. Mais il y a une histoire de communication. Oui. Il y a un truc de toute façon concernant finalement l'art bourgeois, la culture bourgeoise, même des idées nouvelles apportées par des éléments de la bourgeoisie, puisqu'on est après la Grande Révolution, donc la République bourgeoise qui a fini par se trouver un chemin entre empire et retour des monarchies, etc. De toute façon, c'était la classe ascendante. Il y a eu des tas de
nouveautés qui peuvent être intéressantes, qui ont été apportées par eux. Moi, je vois les Espagnols qui n'étaient pas là, tu vois. On parlait de l'Espagne tout à l'heure, de 36, ils en étaient pas là, parce que là, la bourgeoisie espagnole, je dirais, elle était seulement émergente, tu vois, puisque les grands propriétaires terriens avaient des grandes terres, l'Espagne avait rien développé, elle avait vécu longtemps sur l'or des conquistadors, en fait, etc. Donc, c'était pas un pays qui s'était développé, alors aux dépens de tout le monde, mais il y avait quand même une classe bourgeoise qui est finalement, il se trouve que c'est les luttes prolétariennes qui ont pris le dessus là-dessus, historiquement. En plus, ils ont même pas eu la guerre de 14, donc ils ont eu le temps de développer aussi des choses entre les deux guerres, quoi, forcément. Mais en fait, ce qu'ils disaient, ce que j'entendais, c'était voilà, de la part des parce que faut bien, c'est que derrière toute invention bourgeoise et toute création bourgeoise, bon, un livre c'est vraiment écrit par l'écrivain, un tableau c'est vraiment peint par le peintre, mais derrière tout ça, il y a derrière toutes les œuvres, il y a des travailleurs. Il y a des travailleurs qui ont construit, enfin quand on voit les belles statues, les beaux immeubles, les belles façades dans les quartiers bourgeois, Haussmann, il y a des travailleurs. Tu vois dans quoi on vit, tous, voilà. Dans des putains d'HLM dégueulasses. Ouais. Et tu vois, un habitat Haussmann, ça n'a rien à voir. Voilà, et quelqu'un qui peut avoir bossé toute sa vie à faire de l'habitat Haussmann, si ça se trouve, est mort dans la rue sans logement, tu vois. Par exemple, les gars qui ont construit Versailles. Ou les gens qui ont construit Versailles. C'est-à-dire que tout ce qui nous entoure et tout ce qui nous est agréable, là, tout ce qu'on a, la table, les trucs, on a bu un coup, on a mangé un truc, tout ça c'est fait. C'est fait. Retrouvé au Ressa, en Espagne, Rispoli, quoi. Le mec a construit tous les trucs, ou des bobos qui valent des millions. Il est reparti dans son pays, un immigré italien. Hein. Il est reparti dans son pays, si tu veux, mais avec 0 francs, 0 centimes. Hein. Ouais. Voilà, quoi. Et tu vois, c'était la problématique de la bourgeoisie en France, qui collabore avec Macron et le mais l'oligarchie. Mais tout ce qui a été fait, c'est travail. On s'en est bien rendu compte pendant le confinement et tout ça. Bah, tout d'un coup, il fallait bien des gens qui ravitaillaient les trucs, etc. On s'aperçoit que les gens dont on parlait jamais étaient en première ligne. Tu vois, ça c'est dans ces. On en parlait. La caissière, ça on en parlait. Si tu on en a. S'il n'y a pas des mecs qui vont le choléra. Voilà. Et il y a eu plein de trucs. On s'en rend compte, alors que finalement, tous ces gens qui œuvrent finalement pour que la vie soit douce et agréable, c'est que des petites mains, tu vois, qui sont mal payées et qui sont maltraitées, tu vois. Et forcément, ils ont moins de temps et l'énergie, crevés en rentrant du boulot, à faire des bouquins ou. Oui, mais ça c'est une impasse. Mais ça c'est une impasse. Je suis pas sûr qu'Ocalan, c'est une impasse. Il me semble du pouvoir qu'on est en train de subir de manière. À mon avis, d'une violence absolument sans précédent, quelles que soient les illusions qu'on se fait sur le passé, sur l'hitlérisme, le stalinisme, je pense vraiment ce qu'on est en train de subir. Pas moi, pas nous, en France, on est encore vivant, etc. On se fait pas torturer comme à Guantanamo, ça c'est sûr. Mais à niveau mondial, la jeunesse, les pauvres, les produits de première nécessité, qui ont les prix. Mais c'est, en fait, je dirais un truc. Durruti, il avait dit un truc comme ça. Il avait dit de toute façon, la bourgeoisie, avant de quitter la scène de l'histoire, elle peut détruire tout son univers, tous les châteaux, toutes les maisons. De toute façon, c'est nous qui les avions construits. C'est ça que je voulais dire. Alors, on en construira des plus beaux et des plus fonctionnels après. Le paradoxe que je voulais mettre en œuvre, je crois qu'il y a une illusion de la part de l'oligarchie mondialiste, pour aller vite, parce que évidemment rien n'est aussi simple, mais quand même on peut bien résumer les choses ainsi, c'est la croyance en la toute-puissance de la technique. C'est vraiment cette croyance aveugle que les robots vont absolument tout remplacer, qui est illustrée de la manière la plus caricaturale en France, mais on peut citer 20 000 exemples. Mais Laurent Alexandre, ça veut dire, moi je suis chirurgien, mais je suis d'accord pour qu'un robot me remplace. Je suis sûr qu'il fera mieux le boulot que moi. Alors bientôt des robots philosophes. Comment j'y crois pas une seconde. Mais j'y crois pas une seconde. J'y crois pas à leur grand récit, parce que c'est un nouveau grand récit. Tu parlais de postmodernité. Lyotard parlait de postmodernité. Comment est-ce qu'il définit? À mon avis, la postmodernité, même, c'est fini. Il faut trouver autre chose que. Mais il disait, c'est la fin des grands récits. Là, ils sont
crise Covid, c'est une telle imposture depuis 1 an et demi que voilà, ils ont créé un grand récit, le Covid. Derrière, il y a un autre grand récit, c'est le néolibéralisme triomphant qui en fait n'est qu'un récit d'oligarchie. Il n'y a plus de grand récit, ça c'est sûr. Donc c'est la fin du narratif. Ils sont au bout de leur narratif, de tous les narratifs qu'ils ont sortis. De tout, l'anarchie, alors au sens radical et philosophique, et non pas simplement politique, Oui, je pense pour comprendre l'anarchisme et pour réinventer l'anarchisme aujourd'hui, il faut vraiment comprendre l'anarchie totale où nous sommes en train de plonger, mais je sais pas comment dire, à pieds joints. C'est un chaos. Donc, C'est un chaos Donc là, total. ce serait l'anarchisme, un nouvel anarchisme contre l'anarchie. C'est un truc à garder, oui, ça. on en est là, hein. Tu vois, On en est C'est là, bon. les amis. On On peut présenter la très chose. faible. Bon. Merci Bon, de on cet reparlera échange, voilà. de ce débat. On est donc avec les collègues de tendance et de polarité plutôt anarchiste. Hein, si on a bien Voilà. Pas compris. peur des mots. Hein. Bah, comme il n'y a plus à gauche, Puisqu'il n'y a plus rien à gauche, et... la gauche est morte, vive l'anarchie, voilà. La gauche, est morte, vive l'anarchie. vive l'anarchie. Mais tout commence, voilà. Force et honneur, on lâche rien. Mort à la dette, à bas l'usure et vive le bien commun. Aouh!